Bonsoir à tous, je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur ma chaîne ce soir. Alors hier, je vous ai laissé avec une partie de l'histoire de Noëlla, mais dans la mesure où l'histoire était un petit peu longue, j'ai pris le parti de séparer la vidéo en deux parties. Donc je reviens ce soir et vous laisse donc avec la suite de l'histoire. Alors pour tous ceux qui fêtent les fêtes de Pâques, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques à tous. Profitez bien de votre famille et de ce week-end prolongé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire pour ma part. En tout cas, lorsqu'elle arrive sur le sol australien, Noëlla est toujours, elle fait toujours très attention, elle est vigilante parce qu'elle ne sait pas jusqu'où son mari est capable d'aller finalement pour la tuer, d'autant plus qu'elle ne connaît toujours pas jusque-là les raisons qui ont pu pousser son mari à commanditer en fait son crime, tout simplement. Donc elle est très vigilante, elle décide d'aller directement à son domicile. Pourquoi elle décide d'aller à son domicile? Parce qu'elle a appris par le pasteur notamment que le 21 février 2015, le jour où elle débarquait justement en Australie, son mari tenait un mémorial à son domicile en mémoire de son épouse. Et donc, c'était des espèces de funérailles qui se tenaient en fait à son domicile. Je rappelle que comme sa femme est censée être décédée au Burundi dans un tragique accident de voiture, il n'est pas prévu qu'il y ait un corps qui puisse être enterré en Australie. Donc son mari tient simplement en fait une espèce de réception où il va recevoir donc leurs différentes connaissances, les personnes qui veulent rendre un dernier hommage à Noëlla et surtout, beaucoup de personnes de la communauté congolaise de la RDC, donc les personnes avec le cercle en fait de patriotes, de compatriotes avec lesquels Noëlla et Kalala, que le cercle en fait que Noëlla et Kalala fréquentaient, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. Donc le cercle de compatriotes congolais que Noëlla et Kalala fréquentaient a fait d'énormes dons d'argent à Kalala. On est quand même sur une situation où vous avez un homme qui commandite le meurtre de son épouse, il paye de l'argent et en contrepartie du décès de son épouse, il reçoit de l'argent de la part de ses connaissances. Extraordinaire. Noëlla, en tout cas, arrive devant son domicile et elle ne se présente pas dans sa maison. Elle se met en retrait, elle se cache un petit peu et elle attend. Elle observe tout ce qui se passe. Et ce qu'elle remarque, c'est que son mari se comporte comme un parfait veuf et pleuré. Et les gens se montrent particulièrement, comment pourrais-je dire, compréhensifs, désolés pour Kalala. Rappelez-vous, au début de l'histoire, je vous ai dit que quand il n'avait que 24 ans et qu'il était en RDC, il a perdu sa première femme et son fils, son jeune fils, dans un massacre. Donc, les gens se sentent, mais vraiment, ils ont une douleur, une sympathie particulière. Ils sont désolés pour cet homme qui finalement a un destin qui est particulièrement tragique. Tu perds ta première femme dans un massacre, tu y perds ton enfant et quelques années plus tard, alors que tu as 30, donc sa première femme il avait 24 ans, sa deuxième femme Noëlla il a 39 ans. Donc 11 ans plus tard, il perd sa deuxième épouse dans un tragique accident de la route et elle lui laisse 8 enfants à charge. Imaginez un petit peu la sympathie que peuvent éprouver les gens pour Kalala, le mari de Noëlla. Donc Noëlla est en retrait. Elle observe tout ça. Elle ne dit rien, elle ne se fait pas du tout voir. Et puis elle va attendre que les gens commencent à partir. Les gens partent, Kalala les raccompagne au fur et à mesure. Elle dit au revoir, on lui remet les enveloppes d'argent, on lui remet les contributions, on lui remet les participations. Et
là, Noëlla voit en fait le dernier groupe de sympathisants venu lui rendre hommage à elle qui est décédée partir. Ces personnes-là rentrent dans leur véhicule, partent et son mari se retrouve seul. Et là, elle sort de l'ombre. Elle avance vers son mari. Là, il voit sa femme avancer. Et là, il dit, est-ce que ce sont mes yeux? Est-ce que c'est un fantôme? Et là, sa femme lui répond, non, c'est bien moi, je suis en vie. Non, c'est bien moi, je suis en vie. Et elle continue, pourquoi as-tu voulu m'assassiner? Et tes enfants, y as-tu pensé? Qui allait s'en occuper? Et lui, en fait, c'est comme s'il n'entendait pas du tout cette femme qui parlait. En fait, il est tellement choqué, il a l'impression de voir mais un fantôme. Et en fait, il avance vers sa femme comme si le sol allait se dérober devant ses yeux, comme si le sol allait se dérober sous ses pieds. Et il avance, il tend la main. Quand il arrive au niveau de sa femme, il la touche. Il sursaute. Il la retouche. Il sursaute encore. Et là, il la touche une troisième fois et ils se mettent à crier. Ils se mettent à crier. Et dès qu'il arrête de crier, il commence à s'excuser. Je suis désolée pour tout. Je suis désolée pour tout. Je suis désolée pour tout. Et Noëlla racontera dans les interviews qu'elle a données plus tard dans les journaux que c'est précisément à ce moment-là qu'elle a compris, qu'elle a intégré et qu'elle a su que son mari avait bien voulu la tuer. Jusque-là, elle le savait, mais c'est comme si son esprit n'avait pas bien voulu l'intégrer. Elle l'a su, elle a agi en conséquence, mais voilà, son cerveau ne l'acceptait tellement pas en fait qu'il ne l'avait pas bien intégré. Elle a juste agi par automatisme, comme un mécanisme de défense. Mais au moment où son mari lui dit en face, je suis désolée pour tout, je suis désolée pour tout, elle comprend en fait qu'il s'excuse pour tout ce qu'il a fait. Il s'excuse d'avoir payé des gens pour tuer son épouse. Il s'excuse d'avoir confirmé aux gens au téléphone, tuez-la. Il s'excuse d'avoir discuté au téléphone avec ses ravisseurs alors qu'elle était là, attachée sur une chaise pour discuter de la manière dont ils allaient la tuer, de la manière avec laquelle ils allaient se débarrasser de son corps. Là, son corps et son esprit intègrent absolument tout ça. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle la police. Elle appelle la police, elle lui fait quitter la maison, elle obtient un peu plus tard une ordonnance d'éloignement pour ne pas en fait qu'il s'approche d'elle, parce que du coup elle a peur pour sa vie. Comme je le disais tout à l'heure, elle ne sait pas jusqu'où son mari est capable d'aller. Et jusque-là, elle ne sait toujours pas pourquoi il a voulu la tuer. Donc elle préfère prendre ses distances. Entre-temps, une fois qu'elle est rentrée, elle a repris possession de sa vie, de ses enfants, elle a éloigné son mari, elle a mis la police dans le secret, enfin le secret qui n'en est plus un. En tout cas, elle a informé la police de la tentative de meurtre perpétrée par son mari. Et son mari, lui, de son côté, essaye toujours en fait de revenir et de reprendre la vie commune. Ce qu'évidemment Noëlla ne veut absolument pas. Donc il l'appelle, il s'excuse, il essaye de revenir et quand elle dit à la police en fait qu'il continue à la contacter parce qu'il veut revenir, la police décide de lui tendre un piège. En fait, ils vont mettre un système donc pour enregistrer les conversations entre Noëlla et Kalala et ils vont demander en fait à Noëlla de lui poser des questions spécifiques, d'exiger de lui des choses très précises
si jamais il voulait en fait obtenir le pardon de son épouse et qu'il voulait rentrer à la maison. C'est comme ça en fait que Noëlla va réussir à extorquer finalement à son mari la vérité qu'il va avouer au téléphone lors d'un échange avec son épouse, alors qu'il demandait pardon, il demandait le droit de revenir à la maison. Elle va donc vouloir qu'il dise la vérité. Il va avouer que oui, c'est bien lui qui a commandité le crime, c'est bien lui qui a payé des personnes pour tuer sa femme et il l'a bien prévu depuis novembre 2014. Quand Noëlla lui demande pourquoi il a voulu l'assassiner, elle lui a donné de beaux enfants, ils avaient une vie merveilleuse, elle s'occupait de lui, etc. Il répond en fait qu'il avait cru, il avait cru que Noëlla avait une liaison avec quelqu'un et il a eu peur que Noëlla ne le quitte pour se mettre avec un autre homme. Et donc, il a voulu la punir de son infidélité, premièrement, et l'empêcher de se mettre avec un autre homme. Tout simplement. Et vous aurez compris la difficulté, en fait, dans son mobile, c'est qu'il a cru qu'elle était infidèle. Il n'a jamais eu aucune preuve, c'était juste un sentiment en réalité. Parce que après, la police a effectivement enquêté et il n'a absolument pas été démontré, on n'a trouvé aucun élément prouvant que Noëlla avait bien eu une liaison avec qui que ce soit. Donc c'était dans sa tête, tout simplement. Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que ce n'est pas la vérité? Est-ce que c'est une raison qu'il a juste voulu donner comme ça en se disant je donne cette raison-là parce qu'après on va me laisser tranquille? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, à ce jour, c'est la raison officiellement retenue pour justifier la tentative de meurtre perpétrée par Kalala. À la suite de ses aveux, Kalala a été arrêté par la police et il a été interrogé. Vous vous en doutez bien, il ne savait pas du tout que la police était impliquée dans cette histoire et donc dès le départ, il nie absolument tout. Il dit qu'il ne serait pas capable de faire ça à son épouse, qu'il l'aime, qu'ils ont des enfants ensemble, qu'ils sont heureux, etc. Et c'est là que la police va lui faire écouter les enregistrements qu'ils ont effectués avec Noëlla. Et là, évidemment, il ne peut absolument plus maintenir sa version. Il avoue tout ce qu'il a déjà dit en fait au téléphone lorsqu'il a échangé avec Noëlla. Et les policiers vont eux aussi essayer d'obtenir une raison, un mobile à son geste. Et là, il va dire quelque chose que j'ai trouvé très parlant. Il va dire que parfois, le diable rentre dans le corps d'une personne, qu'il pousse cette personne à faire quelque chose, la personne va le faire, et une fois que cet acte est accompli, la personne reprend conscience et se demande pourquoi elle a agi de cette manière-là. C'est profond. C'est profond et je pense que c'est assez descriptif de la personne de Kalala. Et même si ça ne justifie pas les choses, même si ça n'explique pas les choses, je pense quand même que les traumatismes qu'il a vécu en RDC expliquent beaucoup les actes qu'il a pu poser, le comportement qu'il a pu avoir. Peut-être que s'il avait été mieux suivi en Australie, on n'en serait pas arrivé là. Mais bon, là je saute les étapes. En tout cas, Kalala a été arrêté, il a été jugé. En septembre 2015, Kalala a plaidé coupable d'incitation au meurtre. Et en décembre 2015, il a été jugé, il a été condamné à 9 ans de prison, dont 6 ans
de 6 ans de peine de sûreté. Donc comme on était en 2015, il est susceptible de profiter en fait d'une liberté conditionnelle à partir de 2021 et sa peine en fait se termine concrètement en décembre 2024. On est en mars 2023. J'ai l'impression, je pense même qu'il est déjà dehors. Mais malheureusement, je n'ai pas été en mesure de confirmer cette information. Je pense qu'il a pu bénéficier d'une liberté conditionnelle et qu'il est déjà sorti et qu'il a tout simplement repris sa vie. Les conséquences de cette affaire sont assez dramatiques pour Noëlla à plusieurs égards. La première raison pour laquelle cette affaire est dramatique pour elle, c'est que Noëlla a totalement été exclue de la communauté congolaise qu'elle fréquentait avec son mari à Melbourne. En fait, cette communauté lui reproche d'avoir impliqué la police dans cette histoire et finalement d'avoir fait arrêter leurs compatriotes. Noëlla a reçu des menaces de mort sur son répondeur. Un jour, alors qu'elle était sortie, en rentrant, elle a trouvé en fait sa porte arrière qui était, enfin je parle de la maison, la porte à l'arrière qui avait été cassée, la porte à l'avant, la porte d'entrée qui avait également été cassée. Donc elle a dû demander en fait aux services sociaux de la reloger parce qu'elle craint désormais pour sa vie en restant vivre dans ce quartier. Et la deuxième chose, c'est que Noëlla en fait est traumatisée par cette situation. Lorsqu'elle dort, elle dit elle-même que elle se réveille parfois en sursaut parce qu'elle entend en fait la voix de son mari qui dit à ses ravisseurs « tu es là, tu es là ». C'est une phrase qu'elle a du mal en fait à oublier, c'est quelque chose qui s'est imprégné dans son esprit et qui la traumatise profondément. Au moment de l'audience de Kalala, les enfants de Noëlla ont pu participer en fait à ces audiences, ils étaient présents et l'un de ses fils raconte en fait qu'il a du mal à comprendre. Il dit que Kalala a voulu les priver de la personne qui travaillait pour eux, qui les nourrissait, qui les habillait, qui les aimait, qui les éduquait. Et en fait, ce que Noëlla faisait pour ses enfants, elle le faisait aussi pour Kalala. Et donc, du coup, il a du mal à comprendre les raisons pour lesquelles cet homme a agi ainsi. Et il dit même qu'il a essayé de regarder Kalala dans les yeux pour voir cet homme, mais ce n'est pas un homme qu'il a vu parce qu'un homme ne réagirait pas, n'agirait pas de la sorte. Quoi qu'il en soit, cette affaire s'est très bien terminée, j'ai envie de dire, parce que l'issue aurait pu être beaucoup plus dramatique pour Noëlla. Elle aurait pu tomber sur des tueurs à gages qui n'avaient pas de principe, pas de morale, des tueurs à gages tout simplement, qui auraient, eux, exécuté leur mission et ce n'est pas la même histoire qu'on serait en train de raconter aujourd'hui. Voilà. J'en ai terminé avec cette histoire. Je sais qu'elle est assez extraordinaire et malgré la lourdeur des informations qu'elle contient, j'espère tout de même qu'elle vous a plu, que vous l'avez trouvée suffisamment informative et intéressante. Si c'est le cas, je vous invite une fois encore à me laisser un pouce bleu, vous abonner, me mettre des commentaires. N'hésitez pas, comme je le dis toujours dans mes vidéos, à me suggérer des histoires principalement africaines, mais d'autres origines aussi, que je ne vais pas hésiter à lire, à traiter s'il y a suffisamment d'informations qui me permettent de faire une vidéo dessus. Moi, en tout cas, cette histoire m'a un petit peu rappelé l'histoire de Marie-Pascale que j'ai déjà traitée sur ma chaîne parce qu'elle me rappelle en fait le sentiment de possession, d'appartenance que ressentent un petit peu en fait ces hommes dans ces deux histoires.
Dans l'histoire de Marie-Pascale, on a quand même un homme qui, parce qu'il sent que sa copine commence à lui échapper, décide de la tuer avant qu'elle ne lui ait véritablement échappé. Et dans l'affaire de Noëlla et Kalala, c'est exactement la même chose en réalité. Il n'a absolument aucune preuve sur le fait qu'elle est infidèle. Il pense juste qu'elle pourrait être infidèle. Alors il décide que plutôt que de lui poser la question, de s'asseoir avec elle, de lui poser la question ou juste de divorcer, de partir de son côté, il décide que non, tu m'appartiens, tu n'appartiendras à personne d'autre, donc je préfère que tu meurs avant ça, mais en plus je vais te punir en t'ôtant la vie. Et s'il lui avait fait cela, il n'aurait même pas pensé en fait à toutes les conséquences qu'aurait engendré cet acte, puisque je le rappelle, Noëlla avait quand même 8 enfants. 8 enfants qui seraient devenus orphelins parce qu'un homme a cru que leur mère était infidèle. Rappelez-vous, Noëlla avait 8 enfants, 5 d'une précédente union dont le mari était décédé. Donc ça veut dire que ces 5 premiers enfants se seraient retrouvés orphelins de père et de mère. Et 3 enfants qui étaient les propres enfants de Kalala. Donc ils auraient tué leur mère sans aucun état d'âme. Et il aurait continué à vivre sa vie avec les enfants comme si de rien n'était. Je trouve, c'est une situation que j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Parce qu'on ne fait pas du mal qu'à la personne finalement à qui on en veut. On fait aussi du mal aux personnes, donc à ses enfants, à sa famille, etc. Donc j'ai toujours du mal à comprendre comment les assassins, les tueurs ne pensent pas à l'entourage de la victime lorsqu'ils décident de commettre de tels actes. Et puis les tueurs, je l'ai déjà dit un peu au fur et à mesure de la vidéo, ce sont juste les meilleurs tueurs du monde, quoi. J'ai envie de dire, si s'il devait exister des tueurs à gages, mais ils devraient tous être pareils. Bien sûr, normalement, il ne devrait pas du tout exister de tueurs à gages dans ce monde. Mais puisqu'il en existe, j'ai envie de dire, ils devraient tous avoir cette morale. Combien de victimes peuvent dire qu'elles sont tombées sur des tueurs à gages qui leur ont sauvé la vie, les ont gardés pour les cacher, leur ont donné toutes les preuves pour réussir à faire tomber le commanditaire du crime. Et tout ça, ils ont bien évidemment pris leur argent sans aucun problème. Merveilleux, fantastique. J'arrête, je vais m'arrêter là parce que du coup je parle trop et la vidéo ne fait qu'avancer. J'ai été vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai eu plusieurs... alors je tenais quand même à vous remercier, hein, c'est la fin de la vidéo mais je tenais à vous remercier parce que tout ce mois-ci je n'ai absolument pas pu tourner de vidéo. J'ai eu beaucoup de remarques concernant la qualité du son. Sur mes vidéos, j'ai essayé de travailler dessus, j'ai acquis des micros que j'ai testés. Je pense que celui-ci est le bon pour moi, donc j'espère que le son sera beaucoup mieux sur cette vidéo et que du coup vous allez continuer à me suivre, à m'encourager, que le son ne va plus vous faire fuir et parce que j'ai encore beaucoup d'histoires en réserve que j'aimerais pouvoir vous raconter. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. En attendant, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de fermer vos portes et vos fenêtres. Bye!